Les gens me font rire ici. On est chez les fous, c'est un pays de fous. Prenez le bus en Israël. C'est un théâtre yiddish. On se marre, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voit pas, je pense pas ailleurs. Les gens se mêlent de trucs qui ne les regardent pas. Puis les gens sont faciles d'accès. C'est facile de parler aux gens. Alors il y a toutes sortes de gens. Moi j'ai vécu à Tel Aviv pendant 1 an par exemple. C'est un autre monde encore Tel Aviv. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a une âme. Il y a une âme qui a plusieurs facettes. Je pense que le défi de la génération est plus identitaire que religieux. Il y a 2 sortes de juifs. Ceux qui la subissent, l'histoire, et ceux qui la font. En Israël, on l'a fait. David Roth, bonjour. Enchanté. 33 ans en Israël. Exactement. Août 92. Et pourtant, c'était pas ton plan. Non, mais j'ai grandi quand même dans une famille, on va dire, sioniste, puisque j'ai de la famille en Israël depuis les années 50. Je suis par mon nom, donc moitié ashkénaze, mais aussi à moitié séfarade. Mais du côté ashkénaze, on va dire que la présence en Israël, au niveau familial, est très, très forte. J'ai grandi vraiment avec Israël à la maison. J'allais pendant les vacances. La première fois que j'ai mis les pieds en Israël, j'avais 8 ans. J'ai raconté à ma maman que j'étais au mur de l'alimentation. Voilà, j'ai fait rire tout le monde. Et pour moi, c'était un rêve. J'avais en tête les héros de la guerre des 6 jours, de la guerre de Kippour. J'ai grandi avec ça. Bien que la famille ne soit pas religieuse, on va dire que j'ai grandi dans une famille quand même très, très juive, avec une identité très, très, très marquée. Mon grand-père était un rescapé de la Shoah, et il nous a toujours enseigné que l'Europe a toujours été un cimetière pour les Juifs. D'ailleurs, tous ses petits-enfants, et arrière-petits-enfants, et arrière-arrière-petits-enfants, tout le monde est en Israël. Extraordinaire. Voilà. Pourtant, quand tu avais, on va dire, 20 ans, tu avais une autre vie complètement. Tu n'étais pas du tout parti pour ça, quoi. Non. Moi, j'ai toujours été un artiste. Donc j'ai fait une école préparatoire aux Beaux-Arts. Et puis après, je suis rentré, les gens vont sourire peut-être, à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. C'était l'école de Pierre Berger Yves Saint-Laurent. Et après 1 an et demi d'études, j'ai fait un stage chez Balenciaga. Balenciaga m'a dit, tu restes, on t'engage, tu es suffisamment mûr et créatif pour ne pas finir l'école. Ça a mal tourné. Pourquoi? D'abord, j'ai souffert d'antisémitisme, déjà. Ma patronne était une amie intime de Jean-Marie Le Pen. J'ai eu beaucoup de mots qui sont sortis. Et en même temps, j'ai commencé à faire tchouva. J'ai été invité donc aux soirées les plus fermées de Paris. Et j'ai vu là-bas des choses qu'il ne faut pas voir. Voilà, sans rentrer dans les détails. Des choses qui ne sont pas très... Et puis ma neshama juive apparemment a parlé, même si je n'étais pas du tout religieux. Je ne croyais même pas particulièrement en Dieu. Voilà. Mais on va dire, à un moment, j'ai fait un espèce de, comme ça, de rejet. Et tu as fait donc des recherches spirituelles, c'est ça? Tu t'es interrogé sur toi-même. Voilà, déjà, sur le sens de la vie, puisque je pense que l'histoire et la vie ont un sens. Le premier livre qui m'est tombé dans les mains, c'est le Bardo Todol, le livre des morts tibétains, le bouddhisme. Et puis bon, c'était sympa, c'était rigolo, mais ça ne m'a pas super parlé, même s'il y avait des choses intéressantes quand même. Il n'y a pas de hasard. J'ai une amie à moi qui était artiste aussi, qui m'a dit, voilà, il y a un type, place des Vosges, qui s'appelle Yehuda Salfati, qui est un ancien metteur en scène, qui a eu même un prix à Venise, qui donne des cours de Torah. Tu verras, c'est pas comme tu crois. Pour moi, le monde de la Torah, c'est un monde poussiéreux, pas intéressant. Et il m'a dit, viens, la Torah, ça m'intéresse pas, moi, laisse-moi tranquille. Il m'a dit, mais viens, il y a plein d'artistes. À l'époque, il y avait Michel Jonas qui venait avec sa femme. J'ai rencontré en fait des gens vachement sympas, très intéressants, tous en recherche. Et en fait, c'était très intéressant parce que j'ai rencontré un homme qui a, on va dire, brisé tous les préjugés que j'avais sur le monde de la Torah. Un homme ouvert, un homme ultra instruit dans tous les domaines. Et j'ai accroché et j'ai commencé. Tu plonges. Et je plonge. Tu plonges, tu deviens Chabad. Ouais, on peut dire comme ça. Oui. Alors, je fais une rencontre absolument, je suis obligé de le dire, fabuleuse avec le Rav Atoun au salon de l'Alia, où je ne voulais pas aller non plus, même si Israël était dans mon esprit, dans mon cœur. Et j'entends un cours sur Jérusalem du Rav Atoun, mais il m'a complètement bouleversé, renversé. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais j'ai jamais entendu parler comme ça de Jérusalem et d'Eretz Israël. Et en 2 mois, je fais l'Alia. T'arrives où? Au Machon Meir, août 92. 3 lits superposés dans 10 mètres carrés,
des matelas de 80 cm sur 1m90 et je fais 1m80 et 110 kg. Il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas d'air climatisé dans les chambres. Mais c'était le bonheur quand même. Un an extraordinaire où j'ai rencontré Manitou, le Rav Ashkenazi, le Rav Zuckerman, le Rav Uri Cherki, le professeur Beno Gross, qui ont changé ma vie. Pendant cette arrivée, tu fais un tioul et tu te paumes en plein, on va dire, en plein territoire. Alors commence le western. Et là, ça a failli mal tourner quand même. Plus que très mal tourné, puisque c'est un miracle que je sois avec vous aujourd'hui à en parler. On devait passer un Shabbat à Elon Moré, en pleine intifada. Elon Moré est une implantation, on va dire, de la branche dure du milieu religieux sioniste, qui est située en face de Shrem, Naplouse. Et donc le matin, vendredi matin, on avait prévu de faire il y a un nachal, là-bas il y a un ruisseau. On avait prévu de faire donc un tioul, à savoir une excursion. Je me perds, je sors du groupe et je me retrouve dans un village arabe, un vendredi, au milieu de, je sais pas, 100 surexcités, des jeunes qui voulaient me tuer. Juste pour la petite histoire, 10 mois avant, un Israélien a été tué là-bas, au même endroit. Et il y avait un couple de gens plus ou moins âgés qui essayaient de me protéger, mais ils étaient face à une centaine qui hurlaient Allahu Akbar et qui n'avaient qu'un rêve, c'est de me transformer en salami. Et finalement, il y a eu, on peut dire, un miracle, si on peut dire comme ça. Moi, je m'étais déjà vu partir, j'avais chez Shema Israël, j'ai dit ça y est, c'est foutu pour moi. J'étais très conscient du contexte politique et sécuritaire de l'endroit. Et je me dis, mais ça y est, c'est foutu pour moi, j'ai aucune chance, il n'y avait pas d'armée, il n'y avait rien. Bien que l'armée me cherchait déjà, j'ai su ça après. Ils avaient commencé à mettre des barrages. Et finalement, dans tout ce brouhaha, dans toute cette excitation, je vois à 200 mètres une Peugeot 304 blanche, je me rappelle encore parce que c'est marquant, et deux Arabes qui me font comme ça de loin, comme ça. Alors, comme on dit après les gens du Shabbat, qui m'ont dit, mais ça aurait pu être des types qui t'amènent dans un champ et qui t'égorgent dans un champ, on t'enterre et on te retrouvera jamais. Mais j'avais pas le choix, c'était ça ou rien de toute façon. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai tracé, quoi. J'ai couru dans la foule. Et ils t'ont sauvé. Et ils m'ont pas touché. Et ils m'ont amené à un barrage de Tsahal. Tout était bloqué et justement quand j'arrive au barrage, au début les soldats comprennent pas. Il y a deux soldats qui étaient un petit peu inquiétés par une voiture avec des plaques d'immatriculation qui arrive et ils me disent on s'arrête pas, tu sautes de la voiture en roulant. Parce qu'on ne veut pas être questionné par l'armée. On te jette ici, mais c'est déjà du chesed. Voilà, donc je saute et à ce moment-là arrive tout le tioul, des gens qui me voient arriver, Daniel Nataf, qui est assez connu à Baka aujourd'hui, le Sofer, qui me voit avec son frère. Mais David, tout le monde te cherche, qu'est-ce que tu fais? Voilà, et puis l'histoire a commencé, il y a eu une enquête. C'est l'arrivée voilà, le baptême du feu 1 mois et demi après avoir fait mon alia. Bon, en même temps, tu voulais pas faire ton alia à Netanya, c'était un souhait de vivre... C'est tout ou rien. Non, mais c'était un choix de vivre dans le grand Eretz Israël. Ouais. Déjà, si je fais l'alia, on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on fait une alia vraiment idéologique. 1 an et demi après, je suis arrivé à Elon Moré. Ça a été très difficile pour moi. J'étais seul, pas marié, dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de transport. Les routes étaient dangereuses. Très dangereux. On se faisait caillasser tous les jours, tirer dessus. Le Lishouf lui-même n'avait pas de barrière de protection. C'était le western. Mais vraiment western. Et on ne voyageait pas avec un pistolet à la ceinture, j'étais déjà armé, on voyait le pistolet à la main, juste pour que vous compreniez le contexte. On se faisait jeter de l'huile sur la route pour qu'on dérape et qu'on ait un accident. C'était vraiment chaque voyage, c'était comme une diligence qui passait en territoire indien. Bon, alors après cette expérience à Elon Moré, tu décides de t'installer à Psagot. J'ai une ouverture sur Psagot, qui est connue pour son vin. Et voilà, là je vais m'installer, j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Et là-bas aussi, bon, après je vais commencer à travailler, je me suis marié, et on a eu aussi là-bas des expériences, on va dire pas faciles. D'ailleurs, juste un détail, quand je suis parti habiter à Psagot, je me suis présenté pour habiter à Psagot, parce qu'on ne rentre pas comme ça, il y a une klita, d'accord? Ils m'ont dit viens. Pourquoi? Personne ne voulait habiter à Psagot à l'époque, parce que Psagot aussi était un endroit très dangereux, il fallait passer dans Ramallah en voiture, et dans les ruelles de El Biré. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Psagot, c'est à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, une quinzaine de kilomètres. Quinzaine de kilomètres de Jérusalem, ouais. C'est une
Pisgah, Psagot, ça veut dire c'est une colline, où on voit Jérusalem, c'est un endroit très stratégique, où l'armée est installée depuis 67, pour observer justement Ramallah. Il y a des antennes aussi de communication. On va dire que l'intifada numéro 2 a été difficile. Les années 2000 ont été compliquées. Rosh Hashanah 2000. Je me trouve donc à Shabbat, c'était un Shabbat, je me rappelle aussi très bien parce que c'était un moment qui a marqué on va dire ma famille et mon existence en Israël. À minuit, j'étais déjà au lit, on m'appelle, David, tu montes en madim, en uniforme, viens chercher une arme. On a attaqué Tzaf Shmoné. Tzaf Shmoné, c'est ce qu'ont reçu les gens le 7 octobre, à savoir que c'est un ordre d'enrôlement d'urgence. Donc je me retrouve avec le Rav du Yishuv, tous les Rabbadim du Yishuv, tous les gens qui étaient en âge encore de faire des milouim de 20 à 50 ans en armes. Et là, c'était, je ne sais pas comment on peut expliquer, surréaliste. Je me trouve dans une tranchée à 1h du matin avec des centaines de milliers de balles, tu notais ce qu'on appelle les notvim, des balles traçantes. On ne pouvait pas vraiment répliquer non plus parce qu'on savait pas, on voyait plein de tirs de partout, on ne comprenait pas ce qui se passait, ça tirait, c'était pas clair du tout, c'était complètement chaotique. Et à 3-4 heures du matin sont arrivés les tanks qui ont commencé à tirer, 2 Psagot. Et là, ils nous ont libérés à la maison. J'ai été mobilisé 4 mois. Et après les 4 mois, on a vécu donc 2 ans après avec des sacs de sable, parce que pendant 2 ans, on se faisait tirer dessus tous les jours, tous les soirs. Alors on disait même, on avait le sourire, on disait « Ah, la nuit tombe !» Non, on avait « Pac, pac !» Les sacs de sable sur les fenêtres. Les snipers qui tiraient, tac, tac, ça rentrait parfois dans les maisons, par les fenêtres. Comment on fait grandir sa famille comme ça? Parce que quand on vous entend, on se dit « Waouh, c'est ça la vie en Israël, quelle angoisse !» Emouna. Et faire comprendre, c'est d'abord soi-même. D'abord, il faut être déjà convaincu que l'histoire d'Israël a un sens, qu'on n'est pas là uniquement parce que Israël, c'est pas un endroit où on va pour se réfugier. Israël, c'est notre histoire, c'est notre identité, et que finalement, on a un combat à mener, on le voit bien jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu le 7 octobre 3 enfants sur 4 à l'armée. J'en ai un qui entame 5 mois de milouim, rien que cette année. Mon fils qui travaille, le grand qui travaille, qui est papa de 3 enfants, d'accord. Il fait 5 mois d'armée. Là, il est à Shrem, pour la petite histoire. Voilà. Et finalement, je pense que pour les gens qui font l'Alia, il faut qu'ils comprennent que l'Alia, ça a un sens. C'est pas juste un déplacement, c'est un changement de référentiel. On change de référence. On passe d'un référence qui s'appelle l'exil, la France, l'Angleterre, peu importe. On arrive en Eretz Israël. Il faut d'abord comprendre pourquoi on est là. Qu'est-ce qu'on fait là? Et je crois que c'est la clé, finalement, de la réussite. Il y a beaucoup de gens qui sont venus en Israël qui sont repartis. C'est très courant. D'accord? Si tu sais pourquoi tu es là, tu repars jamais. Alors, c'est vrai, mais nous, on a beaucoup parlé avec toi d'identité, de spiritualité, mais il faut manger quand même, faire grandir sa famille. Donc, comment on fait? Qu'est-ce que toi, tu as fait comme job? Parce que tu es arrivé, tu étais tout jeune. Alors, comment tu t'es débrouillé, matériellement, on va dire? Le mot débrouillé est le mot juste au début. Au début, il faut savoir qu'il faut être très souple. J'ai fait plein de jobs, d'accord? Et puis j'ai fait une école de menuiserie, puisque j'étais au Lé Hadash pendant 1 an. Et pendant 1 an, j'ai donc droit par le fait que je sois au Lé Hadash à une école gratuitement, et j'étais même payé. J'ai monté une affaire. D'abord, j'ai travaillé pour des employeurs. Et pendant dans les 15 ans... Dans les bénisteries? Oui. Et en fait, tout mon côté créatif, je l'ai reprojeté dans mon nouveau travail. J'ai fait entre autres la synagogue de Kochav Yaakov. Le Echal. Le Echal, pas que, même la Bima, les portes d'entrée sculptées. J'ai appris la sculpture sur bois en Israël. Bon, j'avais déjà le potentiel, donc j'ai fait exprimer finalement ce que j'avais déjà en moi, au niveau créatif, au niveau manuel. Et j'ai fait beaucoup de beaux projets, même à Césarée. J'ai fait une porte de 4,90 m sur 3 mètres de large, les plus grandes villas de Césarée. Il voulait une porte comme au Maroc, donc je lui ai fait une porte voilà, qui est un musée en soi. Tu as réussi à gagner ta vie Non. Non, d'accord. Pas par ça, je gagnais ma vie en faisant des cuisines. Ah, d'accord. Mais la sculpture sur bois, c'était beaucoup plus compliqué. Parce qu'il faut apprécier le travail, et finalement les gens ont beaucoup de mal à réaliser ce que ça demande. Donc voilà, les artistes sont toujours fauchés de toute façon, les vrais, ou presque. Comment tu qualifierais ton Alia? Belle histoire. Et beaucoup de pleurs, beaucoup d'angoisse, beaucoup de réussite. Mais je pense sincèrement, et je ne dis pas ça par ego, je dis ça émotionnellement,
Je pense que je vais laisser quelque chose derrière quand même. J'ai 4 enfants, 4 petits-enfants, nés en Eretz Israël. J'ai pris sur moi depuis 15 ans de plus jamais sortir du pays. Voilà, pour des raisons aussi religieuses et spirituelles, même si je ne suis pas orthodoxe, waouh, et que je ne suis pas considéré comme un très grand religieux, même si j'étudie énormément. Le côté identitaire chez moi est très fort, et j'ai dit plus jamais je sortirai d'ici. Aux grandes dames de ma famille, j'ai encore beaucoup de familles en France, les mariages, les bar mitzvahs, non, David il sort pas. David il reste dans le palais du roi toute l'année, il sort pas ni pour Ouman, ni pour rien du tout. Je suis un très grand amoureux de la Torah de Rabbi Nachman de Breslev, mais je n'irai jamais à Ouman de ma vie, je n'irai jamais au 770 à New York, mais je suis un grand amoureux du Rabbi, parce que le Rabbi a été, on va dire, un des piliers, par le mot Chabad de ma tchouva, mais quand on habite chez le roi, on reste chez le roi. Qu'est-ce que tu aimes ici? Les gens. Ils sont fous. Pourquoi? Parce qu'on rencontre des gens extraordinaires en Israël. J'ai fait beaucoup de rencontres, en vérité. J'ai rencontré le Yenouka avec qui j'ai eu une conversation récemment. Je suis en contact avec vraiment des maîtres en Israël de la Kabbalah. C'est quoi qui te plaît? C'est les grands esprits, les tzadikim? Quand tu dis les gens, c'est quoi? Les gens me font rire ici. On est chez les fous. C'est un pays de fous, mais finalement... C'est quoi un pays de fous? Prenez le bus en Israël. C'est un théâtre yiddish. On se marre, c'est-à-dire qu'on voit des choses qu'on ne voit pas, je ne pense pas ailleurs. Les gens se mêlent de trucs qui ne les regardent pas. Puis les gens sont faciles d'accès. C'est-à-dire que c'est facile de parler aux gens. Alors il y a toutes sortes de gens. Moi j'ai vécu à Tel Aviv pendant 1 an par exemple. C'est un autre monde encore Tel Aviv. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a une âme. Il y a une âme qui a plusieurs facettes. Et ça peut être la communauté LGBT de Tel Aviv. Même moi, j'ai prié avec des gens ultra-orthodoxes homosexuels dans une synagogue orthodoxe à Tel Aviv. J'avais un ami médecin qui est vraiment pieux, quoi. Mais il est homosexuel. On rencontre des gens assez incroyables, quoi. Alors, je lui ai expliqué comment ça marche dans son monde. Et en fait, il m'a expliqué que l'émotionnel, finalement, et la émouna, c'est des choses séparées. C'est-à-dire que lui-même a vérifié par rapport à lui-même parce qu'il ne comprenait pas. C'est pas très logique, d'accord, parce que la Torah n'est pas spécialement, on va dire. Voilà. Donc c'est un pays plein de paradoxes, plein de folie, et finalement, on s'ennuie jamais. Tu as rebondi tout le temps, constamment. Ouais. Oui. C'est ça qu'il faut savoir faire. Il faut être très souple. J'ai appris la psychologie juive. Je m'occupe depuis très longtemps de gens aussi qui ont des problèmes. Je renforce les gens sur l'Alia. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Oratora. Il y a un travail qui est fait et il y a des résultats. Il y a des gens qui me disent merci aujourd'hui dans la rue parce que non seulement je les ai incités à faire l'Alia et je leur ai expliqué pourquoi il fallait faire l'Alia, mais aussi des gens qui sont ici et qui sont un petit peu encore, on va dire, un pied ici, un pied là-bas. On vit, je pense, une des plus grandes révolutions depuis la création de l'État d'Israël dans le monde juif actuellement. Je pense que le défi de la génération est plus identitaire que religieux. C'est-à-dire que la Torah, c'est naturel à la limite. La Torah, on va dire, c'est un héritage, mais dans la Torah, il y a un aspect identitaire qu'on a un peu raté en exil, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher au Ham Israël d'avoir raté puisqu'on était en exil, on était 300 ans là, 200 ans là, 50 ans là, et finalement, notre identité a été assez, effacée, puisqu'on était plus préoccupé à la survie qu'à la vie. Et finalement, Eretz Israël, comme a dit un des raves qui me suit, le rave, je peux le dire qui, le rave Stavsky, qui est un Mekoubal israélien très connu, il a dit en exil, et c'est un ultra-orthodoxe, c'est pas un sioniste, mais il est très sioniste, il dit en Chutz Laaretz, on garde la Torah, Shomrim et ta Torah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et en Eretz Israël, qu'est-ce qu'on fait? On la vit. Les juifs religieux, notre peuple qui a vécu 2000 ans d'exil, a gardé la Torah. On l'a gardée comme un diamant dans un coffret et on a fait tout ce qu'on a pu pour la garder. Mais finalement, vivre sa Torah, tu peux la vivre qu'en Eretz Israël. Et je pense que c'est les gens qui vivent vraiment cette Torah-là le savent et le vivent tous les jours, puisque c'est un défi constant. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux Juifs de France qui nous regardent, qui t'entendent te dire que ça n'a pas été facile tous les jours, qui eux vivent quand même pour certains en tout cas, dans un certain confort, qui n'ont pas envie, qui ont envie quand même d'avoir une vie agréable? Alors, d'abord, il faut savoir qu'Israël est un des pays où les gens sont les plus heureux du monde. Il fait partie des pays, il y a eu un sondage qui a été fait mondialement, on est parmi les 10 pays où les gens sont les plus heureux, malgré la guerre, malgré les défis, malgré les problèmes. Alors,
D'abord, il faut savoir qu'en tant que juif, on a une histoire. Pas seulement à vivre, mais à faire. Comme un jour a dit, je crois que c'était Manitou qui avait dit, il y a 2 sortes de juifs. Ceux qui la subissent, l'histoire, et ceux qui la font. En Israël, on l'a fait. Et ça vaut tout l'or du monde? Des milliards de dollars.